pense toujours au futur, moi. Faut jamais laisser passer des choses qui sont pas acceptables. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire. Cette semaine, j'accueille Laure Adler. Laure est une invitée à la carrière très remplie de journaliste à conseillère culturelle de François Mitterrand en passant par éditrice, directrice de France Culture et bien sûr animatrice d'émissions de débat et d'interviews comme Hors Champ, à Voix Nue, Permis de penser et actuellement L'Heure Bleue. Et c'est surtout pour ça que je voulais inviter Laure Adler. Elle a mené des centaines d'interviews et j'avais plein de questions à lui poser. On parle de ça donc, mais aussi d'un complexe de légitimité toujours présent malgré tous ses accomplissements. On aborde les différents problèmes que lui ont causé ses postes à responsabilité. Est-on obligé d'avoir des ennemis quand on a du succès ? Enfin, elle m'explique comment créer son propre rapport au temps. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École, c'est ce qui m'aide le plus, et bonne écoute. Eh bien, bonjour Laure Adler. Bonjour. Merci beaucoup de venir sur Nouvelle École, je suis ravi. Laure Adler, je vais essayer de te présenter parce que c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup de mal à faire. Mais alors là, en plus, tu as fait tellement de choses que... Pas tant que ça. Oh bah, quand même. Donc, je vais repartir du début. Tu as eu une maîtrise en philosophie, tu as fait un doctorat en histoire. Ensuite, tu as commencé à travailler à la radio. Tu as également été conseillère culturelle de François Mitterrand. Tu as été directrice de France Culture. Tu as été éditrice. Tu as publié tes propres livres également, que tu as écrit, des essais, mais aussi des biographies. Et tu as animé de nombreuses émissions, souvent de débats ou d'interviews. Et donc, tu as été interviewé des centaines de personnes. Et là, plus récemment, ton émission qui se passe sur France Inter, c'est L'Heure Bleue, de 20h à 21h, que tu vas d'ailleurs présenter tout à l'heure. Et ce que je me demandais, en fait, en premier, c'est moi, j'ai fait une soixantaine d'interviews et j'en suis à mes débuts un peu. Je me disais, quand on en a fait des centaines et quand on a un peu tout fait, comme ça, j'ai l'impression que tu as tout fait, que tu as eu plein de vies. Est-ce qu'on a encore peur de faire des choses ? Est-ce que tu as encore peur de faire une interview, par exemple, quand quelqu'un arrive que tu n'as jamais vu ? De plus en plus peur, en fait, parce que ça s'apprend pas à la radio, ça se sédimente pas, c'est pas une expérience qui s'accumule et qui ferait que le tract disparaîtrait et que la curiosité de découvrir une autre personnalité va s'émousser. Donc la peur, elle augmente au lieu de se calmer. Donc chaque chose et chaque jour est un recommencement, mais le trac, il est toujours là et la découverte de l'autre, elle est toujours là. Donc tu te lasses pas ? Ah, pas du tout. C'est même mon problème. Il faut que je me calme parce que mon âge devient plus que certain. Et il faudrait que cet enthousiasme et cette passion, qui est peut-être le reflet d'une angoisse d'ailleurs, de connaître, d'écouter, de préparer, puisse se calmer, oui. C'est quoi l'angoisse ? Je sais pas, c'est de ne pas être à la hauteur de l'autre, de l'invité. De ne pas essayer d'avoir assez travaillé pour avoir découvert des facettes un peu moins connues de son engagement artistique ou intellectuel. Donc même après des centaines de personnes, il y a toujours comme un petit sentiment, presque une peur d'être illégitime ou d'avoir pas assez travaillé ? Oui, même beaucoup plus qu'au début. Pourquoi plus qu'au début ? Je sais pas, peut-être parce que j'étais plus jeune et plus... Ça m'inquiète ça, parce que moi j'ai pas envie d'avoir de plus en plus peur. Bah oui, mais chaque personne a son expérience. Moi, c'est la mienne. Peut-être quand on est jeune, on a moins peur. Ah non, moi je suis terrifié. J'étais absolument pétrifié avant d'arriver ici. D'ailleurs, j'ai oublié un câble que j'ai dû aller racheter en urgence. Mais je me disais peut-être que plus je vais en faire et moins j'aurai peur. Bah non, je crois pas. Désolée, hein. Non, non. Parce que je t'ai entendu, dans mes recherches sur toi, j'ai quand même pas mal recherché avant de venir. J'ai eu l'impression que tu parlais souvent d'un manque de confiance en toi. C'est quelque chose que tu dirais que tu as confiance en toi aujourd'hui ? Non, pas du tout. Heureusement. Mais j'ai jamais eu. Donc de toutes les façons... Pourquoi heureusement ? Parce que je pense que c'est une arme positive dont j'ai beaucoup souffert pendant longtemps, mais qui finalement est un atout. C'est pas facile de vivre avec, mais en même temps, c'est une arme pour essayer de se dépasser soi-même et pas avoir l'air
sûr de soi, cuirassé, tranquillos calmos. Finalement, les gens inquiets, en tout cas, moi personnellement, je préfère les gens inquiets aux gens contents d'eux. À quel moment tu t'en es rendu compte du fait que c'était une arme? Parce que tu dis que c'était un problème au départ. Ben, parce que je vois que les gens qui sont contents d'eux, ils sont, ils sont assez fatigants. Ils sont Le assez réveil. fatigants parce ils répètent tout le temps la même chose. La vie n'a pas beaucoup d'attrait pour eux. Bon, je sais pas, ça c'est quelqu'un qui m'appelle depuis le début de la journée, mais je ne sais pas qui c'est. Je vais donc fermer. Voilà, j'ai fermé le portable. Ah, voilà. Donc, je trouve que l'inquiétude participe de la curiosité. Et finalement, je trouve qu'il vaut mieux être curieux et angoissé que content de soi et comme si la besace de son expérience était tellement remplie que c'était plus la peine d'être étonné par quoi que ce soit. C'est intéressant ce que tu dis parce que sur cette émission, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent ne pas avoir confiance en eux. Et finalement, je me rends Ah compte, bon? moi, bah oui, oui, absolument. Mais presque tous, en fait. Il n'y en a aucun qui vient presque et qui dit j'ai confiance en moi. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un point commun chez ces personnes. Mais parce que pour tous les gens qui écoutent, souvent, il y a aussi un manque de confiance et on se dit que c'est pas normal et qu'on aimerait bien avoir plus confiance en toi. Et toi, ce que j'ai l'impression que tu dis, c'est presque en fait, c'est une arme, quoi. C'est quelque chose de positif. Oui, c'est quelque chose de positif. Mais comment est-ce qu'on fait pour transformer, du coup, la peur ou le manque de confiance en soi en une arme, pour s'en servir comme moteur et pas comme... Eh ben, peut-être, moi, j'ai pas de théorie sur la radio. Je sais pas du tout comment va se dérouler un entretien. Je sais pas quelle va être ma première question. J'ai pas de plan. J'ai simplement un plan devant moi avec des archives dont je vais me servir ou pas. Quelquefois, je m'en sers pas du tout. Quelquefois, je m'en sers beaucoup. Mais ça, je ne le sais pas du tout. Faut être au bord du précipice et faire confiance à son abandon. Et ne pas du tout essayer de placer des questions qu'on aurait trop préparées, même si j'en ai plusieurs dans ma tête qui tournoient, mais pas se dire, ouh là là, je vais essayer de placer une question parce que celle-là, vraiment, je l'ai préparée. Parce que ne pas savoir ce qu'on va faire, c'est une possibilité d'écouter l'autre. Alors là, tu veux dire dans le cadre d'une interview. Mais est-ce que c'est intéressant ce que tu dis, aller vers l'abandon, tu crois que ça s'applique à d'autres domaines aussi de la vie? Oui, mais moi, je sais que je ne suis pas une artiste et j'ai une grande admiration pour les artistes, qu'ils soient des musiciens de jazz, qu'ils soient des plasticiens, qu'ils soient des peintres, qu'ils soient des écrivains. Je sais, à force de les écouter, que tous ont un très grand courage qui est l'abandon de soi vers l'autre avec un grand A. Donc moi, modestement, c'est d'essayer d'écouter les autres et de ne pas imposer ma grille. Pourquoi tu dis que tu n'es pas une artiste? Ben, parce que je sais que je ne le suis pas. Parce que tu as quand même fait pas mal de choses artistiques. Ouais, On mais pourrait non, dire des pas vraiment, livres. non. Pourquoi? Ben parce que moi, je ne fais que recopier les autres. Ben, les artistes aussi, non? D'une certaine manière. Ah, enfin, oui, il y a un des intellectuels que j'admire le plus au monde qui s'appelait Walter Benjamin, qui écrivait qu'il écrivait sur ce que les autres avaient déjà écrit, en pratiquant un art du collage et en essayant d'épuiser l'inépuisable de ce qui lui plaisait et en inventant un art de la citation. Jean-Luc Godard dit aussi qu'il ne lit jamais aucun livre, qu'il ne fait jamais aucun film et qu'il fait des collages et des citations. Mais moi, je ne suis pas à ce niveau-là, hein. Donc, moi, je suis plutôt... Eux c'est des immenses artistes, c'est des génies. Moi, je suis une ravaudeuse, c'est-à-dire je couds des choses entre elles. Moi, je suis venu ici parce que j'avais vraiment envie de te poser plein de questions sur la manière dont tu fais des interviews, en fait. Parce que moi, j'en ai fait maintenant une 60aine. Ouais, c'est pas beaucoup. Bah non, voilà, c'est ça, c'est peu. Et je t'écoutais, et j'ai écouté plein de tes émissions, et j'en ai écouté notamment une qui m'a fait beaucoup rire récemment avec Agnès Varda, qui passait sur l'heure bleue. Et j'avais envie de te poser des questions là-dessus, parce que par exemple, tu commences cette interview avec Agnès Varda, et tu lui parles de... Tu demandes est-ce que vous avez déjà été amoureuse? Elle te dit mais j'ai pas envie de parler d'amour, quoi. Alors moi, si j'avais commencé mon interview comme ça, j'aurais été complètement désarçonné, quoi. J'aurais été pris de panique. Et toi, tu arrives quand même à chaque fois à
à revenir, à retrouver. Comment tu fais pour pas perdre pied finalement quand tu poses une question et que la personne. Je perds pied, mais Ah je ouais. savais que je me ferais engueuler Ah ouais? en posant cette question. Mais d'ailleurs, je l'avais pas du tout préparée, cette question. T'avais pas prévu de la poser? Non, pas du tout. Jamais je ne prévois aucune question. T'as pas de liste de questions? Non, Pourquoi? aucune question. Je sais pas. Je sais pas. Chacun fait comme il peut, hein. Parce qu'avant, moi, j'avais des listes de questions. Maintenant, j'ai plus qu'un petit pense-bête que j'essaie de pas regarder. Mais je me dis que presque le mieux, c'est d'avoir aucune question. Comme ça, on est complètement dans l'écoute, non? Mais en fait, je crois que quand j'ai fait de la radio au début, le premier exercice qu'on m'a demandé de faire, c'était de faire une chronique de livre sur 2 minutes 30, 2 minutes 40, en direct, en ouverture d'une émission quotidienne qui avait lieu à l'heure du déjeuner. Et là, je me suis aperçue que si je préparais pas l'écrire, hein, mais préparer la colonne vertébrale du papier, je répétais 40 fois la même chose en moins de 3 minutes. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse gaffe de ne pas répéter la même chose, de ne pas utiliser les mêmes mots. Donc, je mettais 3 petits points, exactement comme dans une partition, en me disant, voilà les 3 choses essentielles que je voudrais essayer de transmettre sur ce livre. Mais, j'avais pas de fiche, mais 3 petits points. Et puis ensuite, je suis partie vers la télévision, tout en continuant à faire de la radio. Et à la télévision, alors là, j'étais complètement paniquée, surtout que j'avais des plateaux avec pas mal de gens. J'avais peur de perdre leur nom, leur prénom, de me planter tout le temps. Et donc, j'avais des fiches. Et les caméramans, au bout de 2-3 jours de la première émission, elle se tenait toujours en direct, me disaient, on est désolé, Laure, mais à la télévision, il n'y a pas de fiches, on n'est pas à la radio. Et le 3e jour, j'avais toujours mes fiches. Je les planquais dans les bouquins, je les planquais sous mon siège, etc. Ils sont venus me piquer mes fiches. Et je crois qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai abandonné les fiches. Donc, je ne sais pas du tout quelle question je vais poser, mais je sais très bien. En fait, c'est en regardant les gens ou en écoutant le premier dit. Je fais très attention à la première chanson. Je suis très mal vue des programmateurs musicaux de France Inter parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont les rois de l'antenne. Et normalement, ils nous imposent 3 musiques par heure d'émission. Et on doit leur obéir. Et moi, je leur ai dit non, je suis désolée, mais de la première musique va dépendre l'émission. Donc, c'est moi qui vais la choisir. Et la personne qui est invitée ne sait pas quelle musique va être choisie. Et encore, par exemple, si on prend l'exemple d'hier soir, on recevait un cinéaste allemand, Christian Petzold, le réalisateur de l'émission, Benjamin Riquet, me dit « Ah, moi, j'ai une chanson d'un chanteur américain des années 50 qui parle de Hitler. » Je lui dis « Mais pourquoi tu veux qu'on balance une chanson d'un crooner américain totalement inconnu sur Hitler ?» Le cinéma de Petzold, il ne parle pas de Hitler, il parle d'aujourd'hui, etc. « Ah oui, mais la chanson est très belle. » Bon, d'accord, on écoute la chanson. La chanson était très belle. Je dis, mais on ne peut pas passer ça en début d'émission. On a cherché. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, m'est apparue l'idée de la voix de Ingrid Caven. Ils ne connaissaient pas, les jeunes, Ingrid Caven. C'est Je connais pas non plus. Ben non, mais tu iras écouter sur Internet. Elle a une voix merveilleuse. En fait, je ne sais pas très bien pourquoi j'ai pensé à elle, mais c'est quelqu'un qui est une actrice fétiche de Fassbinder, qui est aussi chanteuse et qui a beaucoup revisité le répertoire de Brecht. Bref, je leur fais écouter ça sur Internet. Ils disent « Ah, mais c'est pas mal, c'est pas mal. » Mais quel rapport avec l'invité? Je dis « J'en sais rien. La beauté de la voix, j'en sais rien. » Mais donc, il me prenait pour une givrée quand même. On arrive au studio, j'annonce le nom de l'invité et on balance Ingrid Caven. Et je vois le Petzold avec des larmes dans les yeux. Alors je lui dis, mais vous connaissez Ingrid Caven? Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il me fait, bravo, bravo pour Ingrid Caven. J'ai su qu'il était en confiance par le choix de cette Ingrid Caven. Donc ça t'est venu à l'instinct. Ça m'est venu 20 minutes ou un quart d'heure avant de rentrer dans le studio. L'idée d'Ingrid Caven. Mais à partir de ce moment-là, je savais que quelque chose pourrait se déployer. Comme quoi, c'est de l'intuition. Hein. Oui, c'est ça. Et donc, pour Agnès Varda, je ne sais plus ce qu'on lui avait mis, mais une chanson assez ancienne. Et elle m'a dit pendant l'écoute de la chanson, je crois que c'était Jeanne Moreau, ou je ne sais pas, ou Édith Piaf, je ne me souviens plus. En tout cas, une chanson du répertoire qui parlait d'amour et qui était très belle.
Je pensais que ça lui ferait plaisir. Et pendant la chanson, elle me dit, mais c'est des vieux trucs, ça. mais c'est beaucoup trop vieux. C'est pas la jeunesse, ça. Pourquoi tu me balances ça? Parce que tu crois que je suis si vieille que ça. Je me suis dit, oulala, ça commence bien. Et c'est quoi une bonne question alors? Alors là, j'en sais rien. Ça m'intéresse parce que parfois je pose des questions et je sens que c'était pas une bonne question parce que j'arrive pas à créer quelque chose derrière. Il n'y a pas de mauvaise question. Tu crois? Il n'y a pas de bonne question. Non. Par contre, moi, ce que je faisais, ce que j'ai fait dans une grande partie de ma vie et en vieillissant, je le fais beaucoup moins parce que, voilà, arrivé à un âge certain, ça serait triste si on ne connaissait pas ses défauts, ou en tout cas les défauts majeurs. Donc moi, ce que j'aime pas, c'est quand dans la question, il y a la réponse. Ou quand dans une question, Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? quand on induit par la question la réponse qu'on voudrait entendre. Donc si je disais, Laure Adler, vous êtes quelqu'un qui manque de confiance en vous, quelque chose comme ça? Ça serait, il y aurait la réponse dedans? Non, ça serait pas tout à fait ça. C'est-à-dire que tu as une question précise que tu voudrais poser parce que tu as envie que la Et la personne personne donne la fasse un réponse. développement dans telle direction. En fait, je veux pas vraiment. Ce que tu veux dire, c'est que je pose une question en sachant déjà où je veux que la réponse aille, Ouais. c'est ça? Ouais. Mais ça, je le fais parfois, ouais. J'essaie de. Et donc, toi, tu as arrêté de le faire complètement, ça? J'essaye de pas le faire. J'essaye que la question étonne. Il y a une chanson de Françoise Hardy que j'adore qui s'appelle Étonnez-moi Benoît. J'adore cette chanson. Et effectivement, essayer d'étonner les gens parce que quelquefois, j'ai des gens totalement inconnus. Alors là, le problème et mon ambition, qui est modeste, c'est d'essayer de faire découvrir la personnalité de cette personne qui est totalement inconnue. Mais quand j'ai affaire à des gens très, très connus, qui ont répondu 45 000 fois à des interviews, faut essayer de poser la question qui va pas leur permettre d'aller sur l'autoroute, quoi. Donc là, il faut les surprendre, c'est ça? Faut essayer de prendre les petites routes de campagne. Mais du coup, le risque inhérent en fait de poser une question dont on ne connaît pas du tout la réponse, c'est que la personne peut très bien dire quelque chose de peut-être pas très intéressant, non? Ou de... Tout est intéressant, je trouve. Pour moi, il n'y a pas de... Comment tu sais si tu as Il n'y a pas de réussi priorité. Il n'y a pas de priorité. Non, dans ce que les gens disent. Tout m'intéresse. Mais tout le monde... Enfin, moi, je suis très intéressée par les gens. Et paradoxalement, c'est un président de la République qui m'a appris que c'était une grande qualité. J'ai eu la chance de travailler plusieurs années auprès de François Mitterrand. Il était président de la République quand je l'ai rencontré dans la dernière partie de sa vie. Et même s'il était président de la République, même s'il était en fin de mandat, c'était un type extraordinaire parce qu'il s'intéressait à ce que lui disaient les gens. Moi, j'avais déjà ça, sans doute de mon grand-père, qui était un paysan, qui s'intéressait beaucoup aux gens. Et moi, je m'intéressais beaucoup à ce qu'il avait à me dire. Et il m'a fait rencontrer ce qu'on appelle des gens de peu, c'est-à-dire des paysans comme lui qui savaient faire que quelques petites choses, quoi, traire les vaches et aller cueillir les champignons. Mais à partir de là, il savait le nom des arbres, il savait le nom des champignons, il savait comment les terres se mettaient en jachère et tout ça. Et il écoutait beaucoup, et moi je l'écoutais beaucoup. Et j'ai retrouvé dans Mitterrand cette espèce d'émerveillement dans un paysan. Il a autant ou même plus de choses à vous dire qu'un président du CAC 40. Donc, moi, ce que me disent les gens, ça m'intéresse toujours beaucoup. Et d'ailleurs, Mitterrand, il se moquait beaucoup de moi en me disant, mais soyez pas toujours aussi enthousiaste. C'est vrai que la parole des gens m'enthousiasme. C'est pas une pause. C'est vrai. C'est une qualité naturelle. Tu n'as pas besoin de le travailler, ça. C'est pas une qualité, c'est comme ça. Hein. C'est sans doute l'éducation que j'ai reçue de la part de mes parents et surtout de mon grand-père et de ma grand-mère. Parce que moi, par exemple, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je dois travailler. Tu vois, ça m'intéresse, comme disent les gens, mais pas toujours. Ah ouais, en fait, je me rends compte que je fais des erreurs. Ah, mais moi, je peux passer là. J'avais rendez-vous avec ma fille dans un café. Elle m'avait dit qu'elle serait en retard. Je dis pas de problème, pas de problème. J'adore passer des heures dans les cafés. Et puis j'écoute. Puis finalement, elle n'avait pas tant de retard que ça. Je dis, t'es déjà là? Elle me dit, pourquoi? Pourquoi? J'étais très contente de la voir, mais en fait, j'étais en train d'écouter les gens et ça m'intéressait énormément. Là, il parlait de Macron aux États-Unis, mais c'était génial.
Comment tu fais pour savoir, du coup, est-ce que tu te dis que tu as réussi ou raté une interview? Comment tu fais pour savoir ça? Non, je me pose jamais la question. C'est le temps passé ensemble qui m'intéresse, l'instantanéité du temps. Ne pas essayer d'être à côté de moi-même et d'essayer d'être dans le regard de la personne et dans la parole de la personne. Alors, comment tu fais ça? Je regarde comme je te regarde là et j'essaye d'être au plus près de cette personne-là. Donc tu réfléchis jamais à ce que tu vas dire ensuite, Non, ou est-ce que non. tu penses pas à la prochaine question, par Ah exemple? non, oh là là, surtout pas. Mais il peut y avoir des silences. Les silences, je me les suis permis assez tard dans mon itinéraire. C'est-à-dire qu'au départ, tu les comblais? Ouais, j'avais peur du silence. Moi, j'ai peur du silence. Ben, faut pas en Je avoir travaille peur. dessus. Non, ben, faut pas en avoir peur. Donc ça t'arrive de laisser des silences très longs? Ouais, Parce qu'un silence, même 5 secondes, ça paraît extrêmement ouais, long. ouais. Mais j'ai fait une émission, c'était l'année dernière, autour du thème du silence, qui était une thématique qui avait souhaité aborder le Théâtre national de Chaillot pendant tout un séminaire. Et j'ai fait venir 2 personnes, un historien qui spécialise de la retraite monastique, et puis un chorégraphe qui était spécialiste de la danse sans partition sonore. Et j'ai passé une pièce très connue de John Cage qui s'appelle 5 minutes de silence. Et le réalisateur m'a dit, mais on peut pas passer ça. Alors je lui dis, mais pourquoi pas? Il me dit, bah, tu vas voir, les sirènes de pompiers vont s'allumer si on passe ça. Je dis, bah, tant pis, on n'en a rien à foutre. Oui, mais on va avoir des problèmes par rapport à l'antenne, etc., etc. Je dis, bah, tant pis, on tente. Hmm. Et effectivement, au bout de 2 minutes 30, les sirènes de pompiers se sont allumées à la radio parce que ça prouve que quelque chose ne va pas bien. Ah, ils sont venus pour intervenir? Ouais, ils sont venus pour intervenir et donc j'ai dit aux pompiers, non, non, vous inquiétez pas, c'est parce qu'on passe quelque chose de John Cage et voilà. Donc le silence, on voit bien qu'à la radio, hein, il n'est pas le bienvenu. Hein. Et toi, comment t'as fait pour apprendre à le laisser Qu'est-ce qui a fait Bah que tu là, t'es on dit, a faut que été je laisse? obligé au bout de 2 minutes 30 à Non, mais cause alors, des pas dans ce cas pompiers. précis, mais dans ton art, enfin dans tes interviews, comment t'as fait pour accepter au fur et à mesure de laisser du silence, en fait? Parce que le silence correspond à un moment où les gens cherchent en leur fort intérieur ce à quoi ils pensent. Et ça peut être une émotion, ça peut être une sensation, ça peut être une perception, ça peut être un retour en arrière dans leur propre mémoire. Donc je crois qu'il faut il faut le respecter, ce silence. J'essaye, c'est difficile. Même là, je viens d'essayer, là. Est-ce que tu dirais que la radio et le fait de discuter avec des gens et justement d'écouter et de laisser des silences, ça t'a fait progresser au niveau humain, en fait? Parce que j'ai l'impression que moi, c'est des compétences que j'applique aux gens qui sont autour de moi. Maintenant, je me trouve moins nul finalement dans mes relations, tu vois, avec mes amis, avec les gens que je connais pas. Alors pour moi, je sépare les choses. C'est-à-dire que une fois que l'émission est terminée, je suis la même que quand l'émission a commencé, mais je l'oublie. Je l'oublie immédiatement. Elle vient pas intervenir dans mes conversations amicales, familiales et même professionnelles. Ça n'existe plus. Et donc c'est pas mal comme ça non plus. Parce que la porosité qu'il peut y avoir, souvent après l'émission, on continue à discuter dans le couloir où les personnes disent ben, on va aller boire un pot, etc. Mais alors moi, c'est comme au théâtre, j'aime beaucoup aller au théâtre. Si je pouvais y aller tous les soirs, j'irais tous les soirs. Et d'ailleurs, il y a eu un temps, pendant très longtemps, j'y suis allée tous les soirs. Et j'avais la chance de pouvoir aller dans les premières de théâtre. Et mes copains critiques, qui sont aussi aux premières de pièces de théâtre, me disaient alors, tu viens pas au pot, parce qu'il y a toujours la cérémonie du pot après la première du théâtre, où on voit les comédiens, le metteur en scène, les techniciens sur le plateau. Je dis non, moi j'ai besoin d'un sas. Quand je vais voir une pièce de théâtre, je ne peux pas en parler à qui que ce soit. J'ai besoin d'être dans le silence. Quand je sors de la radio, je prends ma petite Smart, je quitte la radio et je prends le périphérique et j'écoute Mishka Assayas. Quelquefois, je rate mon embranchement pour rentrer chez moi.
Parce que je suis dans l'écoute de la musique avec Mishka, mais je suis toute seule. J'ai besoin de... Je peux pas parler. Je peux écouter, mais je peux pas parler. Et je peux écouter que de la musique. Et après le théâtre aussi? Et après le théâtre aussi. Ou marcher dans les rues la nuit. Pourquoi? Mais je sais pas. J'ai besoin de ça. Parce que je sais pas du tout où je suis, quoi. Je suis dans un autre état. Donc j'ai besoin, un peu comme quelqu'un qui débarque d'une autre planète, de me réhabituer, quoi. J'ai besoin d'un sas. Il y a quelque chose qui m'a aussi intéressé en faisant mes recherches sur toi. C'est que j'ai vu qu'en fait, il y avait quand même l'air d'avoir pas mal de gens qui, au fil de ta carrière, t'en avaient voulu ou t'avaient attaqué sur différents sujets. Et ça m'a interpellé parce que je me suis dit, est-ce qu'on est obligé, si on a, disons, entre guillemets, du succès ou si on est à des postes importants, d'avoir des ennemis ou des gens qui vous en veulent? Et ça m'intéresse parce que, comme ce petit projet commence à marcher de plus en plus, et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais ça m'inquiète, ce genre de choses. Je me dis, j'aurais pas envie de me faire attaquer ou d'avoir une page dans Libération qui dit du mal de moi. C'est des choses qui me font un peu peur, quoi. C'est quelque chose d'obligatoire? Alors moi, j'ai jamais essayé d'être en poste de responsabilité. Il se trouve qu'à un moment donné de ma vie, on m'a proposé de diriger cette radio où j'avais commencé à travailler quand j'avais 19 ans et où je savais rien faire et où je suis rentrée par la petite porte comme secrétaire. Et j'ai pas souhaité me dérober à cette proposition qui était une proposition qui, pour moi, avait engagé ma vie tout entière, puisque c'est comme ça que j'ai connu mon compagnon, c'est comme ça que mes enfants sont nés, c'est comme ça que la radio a pris une part très envahissante de mon existence. Et quand cette proposition est arrivée, euh, je ne mesurais pas à quel point avoir un poste de responsabilité crée forcément de l'inimitié, voire de l'agressivité, voire de la haine et de la violence autour de soi, parce qu'on vous prête des pouvoirs que vous n'avez pas forcément. Vous êtes devenue la patronne, mais vous êtes la même. Donc moi, ça faisait déjà plus de 30 ans que je travaillais dans cette maison. J'ai commencé par les tout petits postes. J'ai connu des gens il y a très très longtemps, des amis très très proches avec qui j'ai passé des vacances, que je connaissais depuis très très longtemps, qui me disaient plus bonjour dans les bureaux, dans les couloirs ni dans les bureaux, parce que j'étais devenue la sale patronne. Donc j'en ai énormément souffert. J'avais l'impression qu'il y avait un cordon de sécurité ou une barre de feu qui me séparait de mes amis. C'était absolument atroce. Et puis, ça a été le début du commencement, parce qu'après, j'ai eu des tracts tous les jours. Ensuite, j'ai eu des harcèlements physiques. J'ai eu des tentatives de viol. J'ai été prise en otage à plusieurs reprises. Enfin, ça a été Ça atroce. veut dire quoi, prise en otage? Prise en otage, c'est-à-dire enfermée dans votre bureau pendant un jour et une nuit, etc., sans pouvoir aller aux toilettes. Enfin, des trucs de dingue, quoi. Donc, la violence s'est abattue sur moi. Et là, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, soit je m'en vais tout de suite et je cède à cette violence et je récupère mon identité et je deviens clandestine et je quitte mes responsabilités. Soit je reste, mais alors il faut que je me construise des stratégies pour rester, quoi, pour continuer à respirer. Et ce qui m'a déterminée, c'est que je voulais pas être dans l'agenda de mes ennemis. Mes ennemis voulaient que je parte. C'est pour ça qu'ils avaient créé autant de violence. Et ils s'attendaient vraiment à ce que je parte. Et je me suis dit, je vais pas leur faire ce plaisir-là, mais comment continuer à résister? Et comment continuer à résister sans être leur proie? Donc, les enlever de ma tête aussi. Et donc là, j'ai fait quelque chose que m'a fortement déconseillé à l'époque mon directeur adjoint, dont que j'ai quitté immédiatement après. Je lui ai dit, après avoir réfléchi toute seule, être partie toute seule pendant 3 jours. J'ai quitté mon mari, j'ai quitté mes enfants, j'ai quitté mes amis. Je suis allée dans un endroit complètement isolé au bord de la mer et je n'ai vu ni entendu personne pour essayer de réfléchir toute seule. Je suis revenue à Paris et je me suis dit, je vais écouter mes ennemis. Je vais essayer de trouver un lieu gratuit et je vais leur dire, pendant 2 jours, je vous écoute. Et vous me direz tout ce que vous voulez.
Mais par contre, je ne répondrai pas. Je prendrai des notes, je vous écouterai. Vous pouvez me dire tout ce qui vous passe par la tête. Pourquoi tu dois pas répondre? Pourquoi tu voulais pas Parce répondre? que je me disais, il faut que je sois une caisse de résonance et que je comprenne d'où venait cette violence. Et si je commençais à les interrompre, évidemment, il y avait quelque chose de l'ordre de la violence qui pouvait réapparaître. Donc je me suis dit, pendant 48 heures, je vais être la caisse de résonance de leur violence. Et mon directeur adjoint m'a dit, mais t'es complètement folle, ça va être horrible, on a déjà vécu assez de violence, t'en as déjà pris assez. Tu penses que cette violence, elle était particulièrement forte pour toi ou que c'était la même pour tous les gens qui avaient un poste de direction? Je pense que non, elle n'a pas été la même pour tout le monde. J'ai été parmi les personnes qui ont... J'ai été la personne qui, en tant que directeur et donc directrice de France Culture, en tout cas dans le cadre des directeurs de France Culture, a été objectivement la plus malmenée. Tu sais pourquoi? Bah parce que j'étais une femme, parce que je venais de l'Élysée, parce que j'étais de gauche, et parce qu'on était persuadé que c'était parce que j'étais protégée par l'Élysée, donc nommée là, alors que c'était, bon, personne n'est obligé de me croire, mais que c'était pas à cause de ces raisons-là. D'ailleurs, bah, celui qui m'a proposé d'être directrice de France Culture était un mec de droite qui détestait Mitterrand. C'était pour d'autres raisons, et c'était parce que j'étais un alibi et que Jean-Marie Cavada, quand il est arrivé à la présidence de Radio France, il s'est tout d'un coup aperçu qu'il avait 4 directeurs et qu'il lui fallait une femme et qu'on lui a cité mon nom comme ça par hasard. Il s'est précipité sur moi et que j'étais un alibi pour lui et que voilà, j'ai été nommée non pas à cause de mes qualités, mais parce que j'étais une femme alibi, ce qui ne m'a pas empêché de bien m'entendre avec lui. Mais donc, le directeur adjoint m'a dit, t'es complètement folle. J'ai dit, écoute, moi, je suis mes intuitions. Et ce qui a été marrant, c'est qu'au bout de la... C'est la Société des gens de lettres qui m'a prêté un hôtel particulier en plein cœur du 14e arrondissement, juste en face d'un hôpital. Je me suis dit, bah, si je tombe dans les pommes, je pourrais être intégrée aux urgences de l'hôpital, tellement j'étais mal. Et puis, premier geste, je suis arrivée. On était une toute petite équipe à la direction de France Culture. On était 5. Mais le matin, on s'était donné rendez-vous. On avait décidé d'ouvrir les portes. Il y avait un grand jardin. Il faisait beau ce jour-là. On avait décidé d'ouvrir les portes à 9 h du matin et on s'était donné rendez-vous vers 8 h 30 avec l'équipe. Et puis, on a essayé d'aller chercher des croissants. Et on est arrivé avec des croissants et des thermos de café. Alors, nos ennemis sont arrivés, hein. Ils étaient très, très étonnés qu'on les accueille avec des croissants et des thermos de café. Et puis, j'en menais pas large, mais je souriais. Et puis, au bout de la première matinée, ben, la violence, elle s'est arrêtée. Comment tu l'expliques? Parce que je les avais écoutés et que j'avais tort sur pas mal de choses. Et j'ai compris mes torts et je leur ai dit. Et à partir de là, ça a été terminé. Ça s'est désamorcé. Et après ça, tu n'as plus de problème? Non. Et un des torts principaux, outre les erreurs magistrales que j'avais faites dans l'exercice de mes fonctions, des erreurs techniques, des erreurs matérielles, des erreurs stratégiques, que je leur ai énoncées et que j'ai reconnues, il y avait une erreur énorme, mais comme j'avais jamais été patronne, j'apprenais aussi, hein. Par exemple, comme je travaillais comme une dingue et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de boulot, comme à chaque fois qu'on passait devant mon bureau et que j'avais laissé la porte ouverte, j'avais décidé de fermer ma porte tellement j'avais de bureau. Et ça a été considéré comme un geste totalement agressif. Voilà, c'est des choses bêtes, hein, mais qui sont très importantes. Comment tu fais pour entendre parler de ces choses, justement, et pour pas te retrouver dans une tour d'ivoire? C'est peut-être un peu ça qui t'est arrivé, non? Bah, peut-être, je fais partie d'une génération, d'abord j'ai eu la chance d'être une militante radicale, d'extrême gauche quand j'étais étudiante. J'ai eu la chance, même si j'étais très très jeune, de faire partie de 68 et d'apprendre beaucoup de choses à l'âge de 17-18 ans, en découvrant Paris, les manifs, le service d'ordre, les tracts, l'occupation de la Sorbonne, les jours et les nuits, à essayer de trouver des mots d'ordre, à inventer des tracts, à inventer des tracts qui étaient poétiques, à défiler jour et nuit. C'est des bons souvenirs, ça? Ah ouais, très bon, très bon. Ensuite, à découvrir le machisme de mes camarades révolutionnaires.
Ensuite, d'avoir la chance de faire partie de la naissance du MLF, les premières réunions, les premières prises de parole. On a vécu des choses de dingue, hein, toujours dans les espaces publics. Ensuite, moi, je suis devenue mère très, très jeune, donc les crèches autogérées, apprendre auprès des pédiatres, apprendre à Tu es écouter devenue les mère à 20 enfants. ans, non? Tu Pardon? es devenue mère à 20 ans, non? Ouais, C'est ça? même 19 et demi. Donc voilà, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des moments dans l'histoire qui étaient très collectifs. Et donc d'apprendre dans le collectif et du Je collectif. trouve qu'on a moins ça. Ah oui. Là, les étudiants, ils vont à la faculté. C'est pour ça que je trouve ça absolument dingue et scandaleux, la manière dont le gouvernement éradique ce qui est en train de se passer dans l'enceinte des facultés, parce que c'est un apprentissage de la vie et je ne vois pas en quoi ça fait désordre et en quoi ça peut inquiéter l'ordre public de chacun d'entre nous, Français. Ils s'élaborent des choses alternatives, des rapports au monde. C'est comme ça que moi j'ai appris. Tu veux dire que c'est important de laisser les jeunes se regrouper, c'est Bien ça? sûr, et de s'écouter et d'inventer. Et pareil à Notre-Dame-des-Landes, où il s'est inventé un rapport à l'espace public. Pareil à la jungle de Calais. À chaque fois qu'il naît des choses dans un apparent désordre, il naît un rapport à une communauté de parole, à un désir d'utopie, un désir de contre-société, un désir de dépassement de soi-même et d'invention de soi-même. Qu'est-ce qu'ils devraient faire alors selon toi? Laisser ces mouvements? Bah oui, alors en même temps qu'il n'y ait pas non Parce que quand tu plus dis qu'il y de a pas prise de... en otage des professionnels du désordre qui empêcherait les étudiants qui ont envie de continuer à avoir des cours et à passer leurs examens, à continuer à passer leurs examens. Mais en même temps, je pense qu'il y a une répression beaucoup trop grande, à la fois en termes de policiers et en termes d'affrontements policiers par rapport à une minorité d'étudiants. C'était plus difficile, tu dirais, de faire ta place du fait d'être une... Enfin, est-ce que le fait d'être une femme te rendait plus difficile, le fait de faire ta place, que ce soit dans la radio ou ailleurs? Bah, à l'époque où j'étais nommée directrice de France Culture, j'étais la seule femme dans l'équipe de direction. J'entendais des propos machistes dans toutes les réunions de direction. Alors j'avais décidé, au bout de 3 fois, comme je m'époumonnais en disant je ne peux pas supporter d'entendre ça, et comme il disait vous avez raison, ou tu as raison, puis au bout de 10 minutes ça reprenait, je me levais, je partais dans le couloir. Alors le PDG venait, il me disait mais pourquoi vous partez dans le couloir? Je dis parce que le machisme encore a, a continué à envahir la discussion publique. C'est horrible, c'est ordurier. Ils ne se rendaient même pas compte, hein, que ce soit le PDG ou les directeurs de chaîne. Et donc, je partais, mais la violence aussi, elle était du côté des syndicats, elle était aussi du côté de certaines catégories professionnelles, elle était aussi du côté de certaines associations d'auditeurs qui ne supportaient pas que ce soit une femme qui dirige cette radio. Enfin, ça a été horrible. Maintenant, la place a été faite et les choses ne sont plus aussi violentes vis-à-vis des femmes. Il y a moins de violence, même s'il reste encore pas mal de machisme, mais le machisme a diminué. Il reste combien de temps? Encore Un 15, quart 15 d'heure. minutes, ça va? Ouais, un petit Non, quart j'allais te d'heure. dire, si les choses étaient plus difficiles comme ça, est-ce que tu n'as jamais eu envie, comment tu as fait pour pas finalement renoncer ou abandonner, puisque au début de l'entretien, tu me disais que tu n'avais pas tellement confiance en toi ou que tu avais eu que tu avais des soucis de légitimité ou qu'en fait, il n'y a jamais eu de moment où tu t'es dit j'arrête, c'est trop compliqué? Parce que je suis une lectrice de Friedrich Nietzsche. Et c'est d'ailleurs sur Friedrich Nietzsche que j'ai fait mon mémoire de maîtrise et que j'avais commencé ma thèse de philosophie. Et que Nietzsche dit, répète que pour accepter un combat contre les ennemis, il faut savoir être à la hauteur de ses ennemis et les choisir. Et pour pouvoir véritablement se dépasser soi-même. Et j'ai compris que les ennemis catégoriels que j'avais à l'intérieur, en tout cas, des adversités que j'ai rencontrées à la radio, c'était des ennemis qui étaient catégoriels, qui avaient des luttes corporatistes. Et que essayer de lutter contre ces corporatismes et contre ces élans réactionnaires bien structurés depuis des décennies, c'était quelque chose qui pouvait être important pour le futur.
et pour le futur de celles et ceux qui allaient continuer à travailler après moi. Et que ça ferait du bien enfin, dans des catégories radiophoniques, notamment dans le domaine de la fiction. Ça a été une pierre d'achoppement pour la violence que j'ai subie, que ça serait bien pour le futur de la radio si je continuais à me les coltiner, même s'il y avait beaucoup de violence afférente. Donc je me disais, continuons le combat. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Le combat, c'était un slogan de mai 68. Il y a des combats qu'il faut savoir continuer parce que vous les pensez légitimes et que d'autre part, cette impression de vouloir se rendre à des thèses qui ne vous plaisent pas parce qu'elles vous paraissent ultra réactionnaires, parce que c'est des ennemis et que vous voulez arrêter pour pouvoir respirer, finalement, c'est pas tellement à votre honneur. Donc vous respirez mal après et vous vous sentez mal. Tu te disais ça, tu te disais Ouais, je me disais par ça. honneur un peu en quelque sorte. Ouais. Et le jour où j'ai donné ma démission en tant que directrice, au bout de 7 années et demie, je suis allée voir le PDG et je lui ai dit, voilà, moi, ça me manque trop l'antenne, et puis il y a quelque chose que je veux faire. Il me dit quoi? Je lui dis, vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais il y a quelque chose que je voudrais faire dès aujourd'hui si vous acceptez ma démission. C'est intenter une plainte en justice contre celles et ceux qui m'ont pourri la vie en n'ayant pas le droit de le faire et en m'insultant. Je lui ai dit, vous avez 2 hypothèses. Soit vous me suivez en tant que PDG de Radio France, soit vous ne me suivez pas, mais j'en ai rien à faire parce que j'ai déjà choisi un avocat hors de Radio France. Et ce PDG-là, qui s'appelait Jean-Paul Cluzel, m'a dit, je vous suis. Et tous les deux, on a intenté un procès à toutes celles et ceux qui m'avaient pourri la vie et on l'a gagné. La seule chose que j'ai demandé, c'est 1 franc symbolique. Et le jour au Palais de justice de Paris, le tribunal a statué pour dire à quel point ces personnes-là n'avaient pas le droit de me harceler, de m'insulter et de me violenter, et que dans la salle, il y avait des personnes qui ont applaudi le jugement, quand on est sorti de ce palais de justice avec le PDG de Radio France, sur cette toute petite place-là, derrière le palais de justice, il m'a invité à danser dans le square. Et là, je me suis dit, ça valait le coup, ça valait le coup. Et en fait, depuis, il n'y a jamais eu autant de violence. Je ne dis pas que c'est à cause de mon modeste exemple, mais en tout cas, quelque chose de l'ordre de la violence est tombé ce jour-là. C'était important de ne pas laisser les choses comme elles étaient, ça? De Oui, parce contre-attaquer? que moi, je n'avais pas gardé des pièces à conviction, mais il y avait des gens qui avaient gardé toutes les pièces à conviction, les caricatures, les relevés d'audience, etc. Donc, il y avait un dossier juridique. L'avocate était très concernée par cette histoire, et à la fois parce qu'elle était féministe et parce qu'elle n'aimait pas qu'on fasse du mal comme ça de manière aussi gratuite. Et donc, le dossier était juridiquement très étayé, très bien préparé. Et je pense toujours au futur, moi. Il ne faut jamais laisser passer des choses qui ne sont pas acceptables. Comment ça, tu penses au futur? Ben, je me disais que les personnes qui viendraient après moi, les ennemis ne pourraient pas leur faire ça. Donc, tu as vraiment un sens de responsabilité par rapport à ce qui vient ensuite. Par rapport à ce qui vient ensuite, oui, exactement. Je pense toujours à ça, toujours, mais pas seulement dans l'exercice de ma vie professionnelle, dans la vie tout court. Et ben, dernière chose dont j'aurais bien aimé qu'on parle, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé en faisant mes recherches sur toi. Je sais que tu as écrit une biographie enfin, tu as écrit un ouvrage sur François Mitterrand aussi, et tu parles à un moment du fait qu'il n'avait jamais de montre, qu'il ratait jamais sa montre, qu'il n'avait jamais d'horloge, et que du coup, il se construisait, ce que tu dis, c'est qu'il se construisait son propre rapport au temps, et qu'il ratait jamais une séance de lecture non plus. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que moi, je suis plongé dans ces problématiques parce que j'ai beaucoup de mal à me créer mon propre rapport au temps, et je trouve que je suis sans arrêt sollicité par des choses ou des addictions aux réseaux sociaux ou à mon téléphone, et que j'ai beaucoup de mal finalement à garder ce temps pour moi. Et je voulais te demander, toi, comment tu fais? Est-ce que tu arrives à te construire ton propre rapport au temps? Est-ce que tu as l'impression de courir après le temps? Oui, j'ai l'impression de courir après le temps. Alors, il y a un seul sas qui me dépasse normalement jamais, ou en tout cas que très rarement.
c'est par rapport au réveil. C'est-à-dire que depuis, je ne sais pas très bien comment ça s'est inventé, ça s'est bricolé depuis une dizaine ou une douzaine d'années, je n'ai pas compté, mais je ne peux pas commencer une journée sans lire au hasard un fragment de l'Ancien Testament que j'ai sur ma table de chevet ou que j'aille. C'est-à-dire que si je pars en voyage, je pars avec. Et je ne le lis pas dans l'ordre. Hein. Alors ça, c'est un temps privilégié. Et pour Ça rien dure au combien de monde, temps, ça? ça dépend. Ça peut durer au minimum un quart d'heure, 20 minutes, au maximum 1 heure. Et pourquoi tu as besoin de ce Je ne moment? sais pas. Je crois que ça a dû venir au départ par une rencontre que j'avais faite avec un écrivain que j'admire beaucoup qui s'appelle Eri De Luca, qui est un grand. Alors lui, il a appris l'hébreu, il a traduit la Bible. Un jour, il m'avait parlé de son rapport avec la Bible. Je me suis dit, mais au fond, c'est le livre des livres. C'est le livre des mystères inatteignables. Et c'est vrai d'ailleurs. Donc ça, c'est un sas incompressible. T'en as d'autres? Non, après les journées s'organisent comme elles peuvent, mais toujours avec le sas du travail, oui. Parce que j'ai trouvé ça. Je me suis dit, si un président de la République arrive à Oui, il le faire faisait ça, tous les jours. c'est que tout le monde doit pouvoir faire ça quand même. Ouais. Parce que ça doit être la personne la plus sollicitée Ouais. de la Terre, quoi. Alors moi, c'est vrai que après la lecture de la Bible, sauf si j'ai des choses très urgentes à faire par rapport aux émissions, etc., mais c'est vrai que après la lecture de la Bible, c'est une lecture d'un texte, mais pas pour la radio ni pour un boulot, pour moi, pour mes recherches personnelles. Généralement, les bonnes journées, les journées idéales, et d'ailleurs demain je pars en vacances et les journées idéales vont pouvoir commencer, c'est ça. C'est le temps illimité, d'abord pour lire un fragment de l'Ancien Testament et ensuite pour lire un texte qui me concerne. Toujours la lecture, en fait, dans ces moments privilégiés. Toujours la lecture, oui. Toujours. Et après, journée idéale, la marche. Pourquoi la marche? Je sais pas. Ça, c'est un amour immodéré. La marche seule. J'ai la chance d'avoir une maison à la campagne face à un endroit qui, sur 750 hectares, n'est pas construit, où il y a des petits GR, des petits chemins de grande randonnée, où on peut se perdre et je vais marcher. Il y a des moments où tu t'ennuies? Non. Peut-être ça va m'arriver. Pourquoi t'aimerais bien que ça t'arrive? Non, j'en sais rien. Je comprends pas tellement les gens qui s'ennuient. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à regarder, quelque chose à penser, quelque chose Mais je à te demande regarder. Je te demande ça parce que parfois je me dis que si je m'ennuyais plus, peut-être que ce serait bon signe. Peut-être que ça voudrait dire que j'arrive plus à contrôler mon temps, en quelque sorte. Ah ben, faut pas être suroccupé. Tu vois? C'est l'angoisse. Moi, j'ai plutôt tendance aussi à être suroccupée parce que je suis très angoissée de nature. Mais c'est vrai que, par exemple, la marche, elle implique en toi finalement une coïncidence du corps et du cœur, un rythme naturel. Et puis, tu peux pas téléphoner, t'énerver. Non, tu es obligé d'être en coïncidence avec le rythme du corps et puis l'écoute de la respiration et puis forcément regarder les lumières, les ombres, le soleil, les animaux, les arbres, essayer de trouver les noms des arbres. Donc voilà, ça peut vagabonder comme ça. Donc une journée réussie pour toi, c'est de la lecture et de la marche, en fait. Oui, et puis ensuite, la vision d'un film, parce que j'adore regarder des films. Et puis, la fin de la journée idéale, c'est aller découvrir une pièce de théâtre. C'est ça, la journée idéale. Bon, bah, j'espère que c'était... J'ai oublié la musique. Hein. La musique, jamais avec la lecture. Pourquoi? Ah, bah parce que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Donc, quand tu écoutes de la musique, tu veux dire que tu as ton Je ne suis pas attention... comme Donald Trump. Je ne sais pas mâcher mon chewing-gum et regarder Fox News en même temps. Tu veux dire que quand tu écoutes de la musique, tu ne fais qu'écouter de la musique? Ouais. Tu te mets devant ton poste. Ouais. En fait, c'est marrant parce que c'est aussi assez proche de ce que tu fais en interview. Tu es complètement dans le truc que tu es en train de faire. Je sais pas, mais je sais pas faire les deux. Ah, t'arrives pas à faire les deux? Je peux pas, non. D'accord. Bah, merci beaucoup, Laura Adler, d'être venue sur Nouvelle École. Ben merci à toi. Très content de t'avoir reçu. Ben moi aussi, très contente de cette invitation, très honorée. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement,
abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_Nouvelle École. Underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/nouvelleécolepodcast et les dons commencent à 2 € à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.